finalement, on a tendance à sous-estimer la situation. C'est-à-dire que beaucoup de gens, moi, ils m'écrivent, ils me disent, ouais, mais Tammy, tu racontes n'importe quoi, ça va repartir, etc. J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est n'oubliez pas le contexte. N'oubliez pas le contexte. Et le contexte, c'est le pire contexte qu'on ait jamais eu. Alors peut-être que ça peut remonter. Mais est-ce que c'est sain? Et est-ce que derrière, c'est durable? C'est ça le truc. Je vous pose la question. Je reviens sur les faits, rien que les faits. On a des taux d'intérêt qui sont très faibles. On a une croissance qui est faible. Et on a un endettement record. D'accord? Donc 1, 2, 3. Je ne vous parle pas du chômage, etc. Mais on peut le mettre. Un chômage de masse. 5. Une économie complètement à l'arrêt. Ça nous fait pas mal d'arguments quand même, hein. Ça nous fait pas mal d'arguments. Donc ici, on est véritablement dans une situation où il y a quand même énormément de choses négatives. Plus, là j'ai mis le moins, hein. D'accord? Là j'ai mis le moins. Allez, on va mettre du plus. Fed, BCE, QE. C'est ça le positif, c'est on a injecté énormément de liquidités. Les marchés américains ont dû avoir un soutien incroyable de la part de la Banque centrale américaine, et c'était nécessaire parce que sinon il n'y avait plus de liquidité du tout, et en effet une catastrophe épouvantable se dessinait. Donc les risques sont toujours là. Il est clair que lorsque les Américains s'engagent dans un plan de 3 trillions de dollars à peu près, c'est l'ordre de grandeur que l'on a actuellement, c'est évidemment la preuve que la situation est gravissime. J'espère, il faut dire qu'en effet les banques centrales sont toujours en première ligne lorsqu'il y a des drames dans l'économie réelle et dans l'économie financière. Là, elles ont en charge en effet d'être la première ligne de défense. Elles l'ont fait, à mon avis, très bien, et aux États-Unis et en Europe. Les États-Unis, ils sont en train d'emprunter 4500 milliards. Alors juste, j'ai envie de vous poser une question. Le PIB de la France, il est de combien, les amis? Le PIB, ça veut dire ce que la France produit sur une année. C'est combien? Le PIB de la France, c'est combien? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. 2400. Bravo, Steve. La France, allez, euro, mais on arrondit, c'est pas grave. C'est quasiment 2 fois ce que produit la France en une année. Vous imaginez? 2 fois ce que produit la France en une année. Et ça vient en plus d'une dette très importante. Et là, ils disent, voilà, donc effectivement, ils vont emprunter un record de 4500 milliards de dollars cette année pour effectivement essayer de se battre contre la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression. La Grande Dépression pour eux, c'est 2008. The borrowing is needed to cover fast-growing budget deficit as businesses close and millions. Donc effectivement, ça vous dérange pas que je parle en anglais? Hein, mon accent, ça va? Il y a des personnes qui vont me critiquer. Bon, je rigole. Donc, ils disent, en fait, ils ont besoin de ça parce qu'effectivement, il y a des business qui se ferment. Il y a des tonnes et des tonnes de business. Mais surtout, il y a des millions, hein, on a vu 30 millions d'Américains au chômage. Avant la crise du coronavirus et même dans ses pires cauchemars, Donald Trump n'aurait pas pu envisager des chiffres du chômage aussi faramineux. Il faut remonter à la crise de 29 et à ses conséquences sur l'économie américaine au début des années 30 pour trouver dans l'histoire des États-Unis une situation à peu près comparable. La pandémie qui frappe le monde agit sur l'économie américaine comme un véritable cataclysme, entre 30 et 33 millions de chômeurs selon les études, alors que le président américain, on s'en souvient, avait fait du quasi plein emploi le principal succès de son mandat. 30 millions d'Américains au chômage. Et bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impôts diminuent fortement. Impôts, c'est T, c'est taxes. Les impôts diminuent fortement. D'accord? Donc, c'est-à-dire les recettes fiscales.
mais les dépenses de l'État augmentent fortement. Et donc, ça va créer un déficit public record, c'est-à-dire que l'État va s'endetter encore plus. Et donc, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays émergents, que ce soit aux États-Unis, la dette en 2020 va exploser. Elle va exploser à la hausse. The scale of borrowing treasury is planning is enormous. C'est-à-dire l'échelle, la vitesse avec laquelle l'État est en train d'emprunter est tout simplement énorme. Mais en même temps, derrière, il y a une crise qui est également énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler des dettes et de la dette. Je ne vais pas tout évoquer parce que je n'ai pas trop le temps et parce que c'est quelque chose qui pourrait prendre plusieurs heures. Mais je vais me focaliser sur, finalement, l'évolution de la dette durant les 40 dernières années. Ça vous branche ou pas? Ça vous branche? Et c'est important parce que ça va vous permettre de comprendre la situation dans laquelle on est. Et ça va vous permettre de prendre de la distance, du recul, et de ne pas être obnubilé par le court terme. Oui ou oui? Yes or yes? Donc faites-moi exploser. Moi, je vois que vous êtes mou là. Je sais que je suis fatigué, mais donnez-moi votre énergie. Montrez-moi que vous avez la pêche. Excellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, bien sûr, revenir sur ma présentation. Donc, je me suis inspiré du rapport de la Banque mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez la Banque mondiale, mais c'est une banque mondiale, comme son nom l'indique. Elle est installée à Washington. Et son but, c'est d'aider les pays en difficulté, c'est de les conseiller, etc. Et ce rapport de la Banque mondiale, c'est un bouquin qu'ils ont écrit qui s'appelle « Les vagues mondiales de la dette, causes et conséquences ». C'est un excellent ouvrage. Pour ceux qui veulent le trouver, vous allez taper ça, « Global Waves of Debt », et vous pouvez le trouver sur le site de la Banque mondiale. Et vous voyez ici effectivement plein d'argent et une vague énorme, un tsunami financier. Ici, ça c'était en 2020, début 2020. La dette mondiale vient de battre un nouveau record de 253 000 milliards de dollars. 253 000 milliards de dollars. On revient à ce que je disais tout à l'heure. La France produit en une année combien? 2 milliards. J'en perds mon latin. 2400 milliards. Allez, 2400 milliards de dollars. On est bien d'accord que c'est 100 fois plus. D'accord? Ça, c'est la dette du monde entier. La France étant quand même un pays économiquement puissant. Donc, c'est un record. Et cette année, vous savez quoi? Eh bien, la dette va encore augmenter. Là, on était à 255 000 milliards. Mais là, il y a en 2019, elle avait augmenté de 10 000 milliards pour atteindre 255 000 milliards. Mais rien qu'en 2020, début 2020, on parle de 322% du PIB. Et on parle d'une augmentation de 87 000 milliards, c'est-à-dire qu'on serait aux alentours des 340 000 milliards en 2020. Et beaucoup de gens vont dire, mais après c'est bon Tammy, c'est fini. Non, 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 non. Il faut se rappeler, 2007, 2008, d'accord, il y a eu la crise des subprimes. Et en fait, cette crise des subprimes a été une crise extrêmement difficile. On a injecté de l'argent pour soutenir les banques, pour soutenir l'économie. En 2004 et 2008, la dette française oscille entre 64 et 66% du PIB. Et là, c'est la crise financière. L'État sort le chéquier pour soutenir le système bancaire et dépense pour soutenir l'économie moribonde. Comme dans de nombreux pays voisins, la dette bondit et monte jusqu'à 83% du PIB en un an.
Si la France parvient à reprendre le contrôle de la machine, ce n'est pas le cas de la Grèce qui dérape complètement, atteignant même 172% de dette en 2011. C'est la fameuse crise de la dette grecque qui va faire trembler l'Europe et l'euro pendant une décennie. Mais cette crise, elle a duré en 2009, 2010, 2011 et même 2012. En Europe, il y a eu l'Italie qui était au bord de la faillite, ainsi que l'Espagne, ainsi que la Grèce. Et ça, c'est entre 2010 et 2012. À un certain moment, on se disait, l'euro, c'est fini. Pour ceux qui sont jeunes et qui ne se souviennent pas, donc 2010, 2011, 2012, c'est-à-dire après la crise des subprimes, on a eu une crise de la dette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dire que c'est fini, c'est aller trop vite en besogne. Donc, c'est important pour vous d'avoir ces connaissances historiques, de savoir où on en est, ce qui s'est passé dans le passé et que faire aujourd'hui. Parce que pour pouvoir agir aujourd'hui, il faut avoir une connaissance solide de l'économie, de la dette, de la situation économique mondiale. Donc, les 4 vagues mondiales de la dette. Il y en a eu 4. En 1980, il y a eu la crise de la dette en Amérique latine, c'est-à-dire que les pays d'Amérique latine se sont fortement endettés pour se développer, etc. Et cette crise, elle a mené à un krach boursier, à une crise financière. 1990, la crise financière en Asie, à la fin des années 90. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 1997, plusieurs pays asiatiques ont été ravagés. La troisième crise, 2007-2009, ce que l'on a appelé la crise des subprimes. Mais les subprimes n'ont été qu'un détonateur. C'est-à-dire que les subprimes ont provoqué finalement une chute des marchés, mais la dette avait augmenté. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2007-2008, la dette de la France, par exemple, était de 60% du PIB. C'est-à-dire la moitié de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Allez, un peu plus de 1000 milliards d'euros. D'accord? Un peu plus de 1000 milliards d'euros. Aujourd'hui, la dette de la France, elle représente 115% du PIB. C'est-à-dire qu'elle a doublé en 10 ans. Elle a doublé en 10 ans. Et il n'y a pas que la France. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, etc., etc. Pas mal de pays, effectivement, sont aujourd'hui surendettés. On voit ici, ça c'est 2018. D'accord? 2018. Et on voit l'explosion de la dette publique, mais également de la dette privée dans le monde entier. Vous voyez ici, en jaune, on a la dette privée. Et en rouge, on a la dette publique, c'est-à-dire la dette de l'État. En jaune, quand on parle de privé, ça veut dire les entreprises plus les ménages, c'est-à-dire vous. D'accord? Donc, c'est-à-dire nous. Parce que parmi vous, il y a des entrepreneurs, il y a des particuliers, vous empruntez pour l'immobilier, vous empruntez pour je ne sais pas moi, pour acheter des machines, etc. Donc ça, c'est le crédit des privés. Et le crédit public ou l'endettement public, c'est finalement la dette de l'État. Et on voit ici qu'il y a eu une forte hausse, donc ça c'est les années 70, une forte hausse de la dette publique, une forte hausse de la dette des ménages, ce qui fait qu'aujourd'hui on est au-dessus de 200%. Mais ça c'était en 2018, 200% de dette. Mais aujourd'hui, on est largement au-dessus des 300%. D'accord? On a vu tout à l'heure 250 000 milliards de dollars de dette. Et ça va augmenter, on va atteindre les 340 000 milliards de dettes. Donc, cette dernière vague, c'est la plus puissante, la plus rapide et la plus globale. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait par exemple des pays d'Amérique latine, super. On avait des pays asiatiques qui s'endettaient, super. On avait des pays européens qui s'endettaient, super. Là, c'est tout le monde qui s'est endetté. Jamais
il n'y a eu autant de dettes accumulées, mesurées en proportion du PIB, bien sûr. Alors évidemment, ça fait un peu peur, même beaucoup. Qui a accumulé toute cette dette ? En fait, ce sont les États, les ménages et les entreprises de tous les pays. Et selon le FMI qui a fait ce calcul, il y a deux choses préoccupantes. Un, la rapidité du rythme d'augmentation de cette dette mondiale dans les dernières années. Et deux, la concentration de cet endettement en Chine, qui est aujourd'hui le principal foyer d'accumulation. Comment un tel endettement s'explique-t-il, François ? Vous savez, à la suite de la crise de 2009, les banques centrales ont abaissé le prix de l'argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt, dans tous les pays du monde, jusqu'en Chine, justement, dans l'espoir d'inciter les agents économiques à s'endetter, les ménages à consommer, les entreprises à investir, pour stimuler l'activité économique puis faire repartir l'emploi. Ça a marché presque trop bien. Aujourd'hui, la dette ne coûte d'ailleurs rien, ou pas grand-chose. Là, c'est allez. On s'est lâché là, hein. On s'est lâché. Donc les 10 dernières années, tous les pays de la planète se sont endettés. Tous les pays de la planète se sont endettés. Et donc l'accumulation de la dette a été particulièrement rapide dans les économies de marché émergentes et en développement. C'est-à-dire que durant les 10 dernières années, même ces pays se sont endettés rapidement. Et donc depuis 2010, la dette totale de ces économies a augmenté de 50 points de pourcentage de PIB. C'est-à-dire que si c'était 50%, la dette, elle est passée à 104%. Elle a augmenté de 54% de points du PIB pour atteindre un pic historique d'environ 170% du PIB en 2018. Je vous laisse deviner à quel niveau elle est aujourd'hui. Elle est bien plus élevée. Ça, c'est les pays émergents. C'est pour ça que cette crise, elle est vraiment particulière. Parce que autant l'Europe, et la dernière fois, j'avais dit que l'Italie avait de la chance d'être dans l'Europe. Et une personne l'a mal interprété. Elle m'a dit, mais Tammy, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que l'Italie, c'est à cause de l'Europe qu'elle s'est endettée. Oui, d'accord. Il y a eu, effectivement, son économie n'était pas adaptée à une monnaie forte. Et c'est clair que c'est le gros défaut de l'euro, mais j'y reviendrai plus tard. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'euro, l'Italie serait ravagée sur un plan spéculatif. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, les pays émergents sont bien plus faibles que l'Europe ou que les États-Unis. Ça ne veut pas dire que les États-Unis et l'Europe sont infaillibles. Faux. On l'a déjà vu et on le voit actuellement. Mais ça veut dire que les pays émergents qui n'ont pas leur propre monnaie et qui sont endettés à l'égard de l'étranger sont bien plus faibles. Donc vous allez me poser la question par rapport au Japon. Vous allez me dire, Tammy, ok, mais dans ce cas, c'est très bien ce que tu dis, mais le Japon, sa dette, elle est de 250% du PIB. Pourquoi le Japon n'a pas de problème? Parce que le Japon, le gros de sa dette, il est contracté en interne. Oui, vous allez le voir, les chiffres sont édifiants au Japon. Au début des années 90, on était à une dette publique autour de 64% du PIB, 64% de la richesse nationale. Et puis, au fil des années, cette dette a très fortement progressé. On frôle aujourd'hui les 240% du PIB, 238%. C'est le pays le plus endetté du monde en termes de ratio dette sur PIB. Alors, cela n'inquiète pas encore puisque le Japon reste une économie forte avec une dette surtout possédée par les Japonais. Ce sont des Japonais qui financent la dette, qui achètent la dette de l'État. Plus la Banque du Japon qui fait ce qu'elle veut, plus bien évidemment la discipline légendaire des Japonais, qui fait qu'ils ne paniquent pas. Et ça va être difficilement applicable à l'Italie. D'accord? Je ne dis pas que les Italiens ne sont pas disciplinés, au contraire. Mais je dis qu'effectivement, il y a des raisons historiques, il y a des raisons culturelles qui font que le Japon peut tenir ces 250%. Mais d'autres pays ne pourront pas. D'accord? Et donc le Japon aujourd'hui d'ailleurs, c'est une mort lente. J'y reviendrai plus tard parce qu'ils sont en situation de déflation. Mais le Japon a des avantages que beaucoup de pays n'ont pas. Par exemple, le Japon, c'est un pays qui exporte. C'est un pays qui n'a pas de déficit commercial. Il exporte plus qu'il n'importe. C'est un pays qui a des réserves d'argent. C'est un pays qui a investi son argent dans des infrastructures, dans de la recherche, dans de l'innovation. C'est un pays dont la productivité est l'une des plus importantes au monde. Donc tout n'est pas parfait au Japon, mais ils ont de vrais atouts, ce qui leur permet de tenir le choc. D'accord?
mais beaucoup de pays ne pourront pas. Et on l'a vu, l'Italie avec 100%, elle avait été mise à mal par les marchés financiers. Donc, ici, on voit que depuis 2010, la dette totale de ces économies a augmenté de 54 points de PIB, c'est-à-dire aujourd'hui 170% du PIB en 2018, ce qui est énorme. Et on a eu une chute brutale entre 2000 et 2010 de la dette. Elle a également augmenté dans les pays à faible revenu, c'est-à-dire les pays pauvres, pour atteindre 67% du PIB. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un moratoire, c'est-à-dire qu'on a dit à ces pays, vous n'êtes pas obligés de payer vos intérêts. Pourquoi? Parce que sinon on les asphyxie, on les tue. On les tue, ces pays. D'accord? Et donc en 2018, contre un, voilà. Et donc effectivement, on voit qu'en 2010, la dette, elle était de 48%. Aujourd'hui, elle est de 67%. Donc elle a augmenté de quasiment 20%. Et pour ces pays, effectivement, ça reste très, très problématique. Donc, on vient de le voir avant la vague actuelle, de 2010 à 2020. On a eu 3 grandes vagues. Première vague, 1970-1980. Pourquoi j'étudie ça? Parce que ça permet de comprendre la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, les années 80? Donc, région Amérique latine, Caraïbes, pays à faible revenu, en particulier en Afrique subsaharienne. Donc, à l'époque, on a eu des taux d'intérêt réels bas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un taux d'intérêt réel, alors, vous avez le taux d'intérêt nominal. C'est le taux d'intérêt que vous avez à la banque, par exemple. Ils vont vous dire, allez, le taux d'intérêt est de 10%. Hein? Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous expliquer tout ça. Et l'inflation, elle est de 9%. D'accord? Ça veut dire que le taux d'intérêt réel, vous prenez le taux d'intérêt nominal moins l'inflation et ça nous donne 1%. D'accord? Donc taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Ça nous donne 1%. Et donc, dans les années 70-80, les taux d'intérêt réels sont faibles. Quand les taux d'intérêt sont faibles, qu'est-ce qui se passe? On veut emprunter parce que ça vaut le coup. Si par exemple, j'ai un produit ou j'ai un business qui peut me rapporter 10% et que le crédit est de 5%, donc le coût du crédit est de 5%, j'empoche une marge de 5%. Ça vaut le coup de s'endetter. Donc à l'époque, ça a encouragé les gouvernements à emprunter massivement. J'insiste, les gouvernements à emprunter massivement, comme par hasard. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, la dette était tellement importante que plusieurs pays ont été incapables de rembourser leurs dettes parce qu'on a eu une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation de ce que l'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire ceux qui te prêtent te disent « c'est trop risqué, je veux mon argent ». Et donc, quand ils récupèrent leur argent, les taux d'intérêt montent. Et donc, quand ils montent, comme la charge de la dette, elle est calculée sur la base de l'intérêt, eh bien, la charge de la dette augmente fortement et le pays est en cessation de paiement. Il ne peut plus honorer ses dettes. C'est comme si une entreprise, elle emprunte, donc emprunt à 10%. D'accord? Sa rentabilité, elle est de 20%. Jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire qu'elle emprunte à 10%, elle a une rentabilité de 20%. Donc, son investissement lui rapporte 20%. Et le coût de l'emprunt, c'est 10%. Donc, 20 moins 10 égale 10% dans sa poche. Mais si à un certain moment, les taux d'intérêt explosent à la hausse et passent à 30%, d'accord, elle se retrouve perdante de 10%. Et donc, à partir de là, l'entreprise, elle se dit, « Ouh là là, je ne peux plus payer parce que même en produisant, c'est la même chose qui arrive avec les pays. » D'accord? C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils sont incapables d'honorer leurs engagements. Et c'est là où ils font faillite. D'accord?
J'expliquerai, je ferai plein de choses, etc. Je ne peux pas tout expliquer, mais là, c'est juste pour simplifier un max et pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je suis en train de développer. Donc ça a entraîné une série de crises. Et donc, on a eu l'introduction du plan Brady aux États-Unis à la fin des années 80 pour les pays d'Amérique latine, pour la plupart. C'est-à-dire qu'on leur a dit, tu payes moins, on te retire une partie de la dette et on va convertir tes prêts en obligations garanties par des titres du Trésor américain parce que leur dette était souvent libellée en dollars. Et pour les pays à faible revenu, on a diminué, on a allégé substantiellement leur dette au milieu des années 90 et au début des années 2000 avec allègement de la dette, Banque mondiale, FMI, etc. Ça, c'était la première vague. Deuxième vague, elle s'est déroulée de 1990 au début des années 2000. Et ça, ce sont les pays asiatiques essentiellement et d'Europe, Europe de l'Est. Donc, libéralisation des marchés financiers, les capitaux qui vont dans tous les pays de la planète, parce que la libéralisation s'est faite dans les années 80, c'est-à-dire que les capitaux peuvent passer, circuler rapidement d'un pays à un autre. Et donc, cette libéralisation des marchés financiers elle a permis aux banques, aux entreprises de la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique et au gouvernement de la région d'emprunter massivement en devises étrangères. Et à la fin des années 90, on a eu une série d'échecs, on a eu une série de crises, que ce soit Indonésie, Thaïlande, tous ces pays, ils ont été ravagés par cette crise. Et les investisseurs qui se sont enfuis. Troisième crise, celle de 2009. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a pas mal de prêts en Europe, en Asie centrale. Et donc, ces pays se sont endettés auprès des méga banques en Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que la Société Générale, BNP, etc. ont morflé à l'époque, parce qu'il y avait eu un assouplissement de la réglementation. Et ça s'est terminé en 2007-2008 avec la crise de subprime qui a fait basculer plusieurs économies dans la récession. Et donc ces vagues historiques, elles ont énormément de similitudes, mais également quelques différences. Donc tout d'abord, ces trois vagues d'endettement, elles ont commencé avec de faibles taux d'intérêt réels. Je vous pose la question, est-ce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont extrêmement élevés ou ils sont extrêmement faibles? Est-ce que les taux d'intérêt, salut Miguel, est-ce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont extrêmement élevés ou extrêmement faibles? Très faibles, même négatifs. Donc, est-ce que vous voyez un peu là, déjà la ressemblance? On a à chaque fois la même chose, à chaque fois un phénomène récurrent. On baisse les taux d'intérêt, la dette elle explose à la hausse, et puis on a un événement, ça peut être les subprimes, ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi, et tout s'effondre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, toutes ces vagues, et donc faible taux d'intérêt, est facilitée par des innovations financières et ou des changements sur les marchés financiers qui ont favorisé l'emprunt. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de QE, de monétisation, etc. Monétisation de la dette. Oh, c'est pas grave, une dette de 100%, c'est pas grave. De toutes les manières, l'argent, il est là, etc. Et en fait, on a l'impression que c'est facile. Est-ce qu'on est d'accord? On a l'impression que il n'y a pas de danger. Mais derrière, il ne faut pas oublier les conséquences. Et il ne faut pas oublier l'économie réelle. Donc ces vagues se sont toutes terminées par des crises financières généralisées et ont coïncidé avec des récessions 82, 91, 2009 ou des ralentissements 98, 2001 à l'échelle mondiale. Et ces crises ont généralement été déclenchées par des chocs, écoutez bien, qui ont entraîné une forte augmentation de l'aversion au risque des investisseurs. C'est quoi l'aversion au risque? C'est-à-dire que les investisseurs, ils se disent, je ne veux pas investir, c'est trop risqué pour moi. Et donc c'est là où ça entraîne une hausse des taux d'intérêt. Et c'est ce qui a failli se passer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il y a eu la crise du coronavirus, les taux d'intérêt, ils ont explosé. Et puis, la Fed et la Banque Centrale Européenne se sont mis à mettre des milliers de milliards, à injecter énormément d'argent.
Et ils ont calmé le jeu et ils ont super bien joué. En rachetant massivement des dettes d'entreprise et des dettes d'État, eh bien, cela sert aussi à essayer de relâcher la pression sur les taux des pays qui commencent à augmenter pour des pays notamment comme l'Italie, comme la Grèce, mais aussi comme la France, dont les taux avaient pas mal augmenté ces derniers temps. Or, tous ces États sont amenés à emprunter massivement pour financer leur plan d'urgence. Et c'est un plan qui va avoir un impact politique majeur. Il va permettre d'éviter la fragmentation dans la zone euro. Il va permettre de réduire ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt qui peuvent exister entre la dette française, italienne, espagnole ou allemande. Après la crise, c'est à chaque fois la même chose. On dit ça y est, on va plus avoir la même chose. Maintenant, on va être sage. On va plus faire les mêmes bêtises. On va plus faire les mêmes erreurs. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on recommence les mêmes erreurs. Et donc la 4e vague, elle est semblable aux précédentes. Le seul problème, c'est qu'elle est plus importante, plus rapide, plus large. Pourquoi? Tout d'abord, il y a un contexte favorable à l'endettement. C'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Historiquement bas. Et le deuxième point, ça c'est très important, c'est que la croissance mondiale, elle est inférieure à la moyenne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une croissance aussi faible au niveau mondial et des taux d'intérêt aussi faibles et un endettement aussi élevé. Croissance très faible. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'augmentation de la dette. Pourquoi? Parce que quand on a eu la crise des subprimes, beaucoup de gens se sont dit « Ok, vous nous avez arnaqué, vous avez financé les banques, et moi je ne vois pas mon pouvoir d'achat augmenter, je vois les inégalités exploser, c'est pas logique. » Ça a donné par exemple les gilets jaunes, ça a donné le printemps arabe, ça a donné des mouvements contestataires dans le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le monde entier, il y a eu des mouvements de rejet de l'élite, du pouvoir. Ça a donné Occupy Wall Street, c'est-à-dire aux États-Unis, les Américains, ils ont dit vous vous foutez de notre gueule. Donc les gens se sont rebellés. Ils ont dit on n'accepte plus le système. Sauf que pour les satisfaire, est-ce que les dirigeants, les chefs d'État, ils ont dit ok, on va mieux gérer le pays, on va permettre d'avoir de la croissance, on va changer la donne? Non, ils ne peuvent pas parce que c'est un phénomène long terme. C'est-à-dire, la croissance, tu ne peux pas la changer du jour au lendemain. L'innovation, tu ne peux pas le faire du jour au lendemain. Il y a plein de choses qui mettent des années et des années avant d'en voir les effets. Et donc, la meilleure réponse, ça a été quoi? Macron, il a dit, ok, les gilets jaunes, vous voulez de l'argent? Allez, on distribue de l'argent. Les États-Unis, il y a un problème, ok, on distribue. Et en fait, tous les gouvernements de la planète, pour calmer leur population, ils ont distribué de l'argent. Et c'est ce qui explique cette explosion de la dette. Il y a un seul pays en Europe qui a été hyper rigoureux, c'est l'Allemagne, qui a vu sa dette diminuer. La dette de l'Allemagne était aux alentours des 100% et elle a baissé à 60%. L'Allemagne, d'accord? Mais la grande majorité des pays ont vu leur dette exploser. Et pourquoi? Parce qu'on était dans un contexte de faible, très très important, c'est la croissance dans les années 2010. La croissance a été faible. Et donc la seule manière de satisfaire les gens et les demandes, c'était d'augmenter la dette publique. Et ça s'est fait dans le monde entier. Et donc, ici, les États, ils se sont dit, ok, très bien, les taux d'intérêt sont historiquement bas, c'est pas grave, on va s'endetter. Ça ne nous coûte pas cher. Ça ne nous coûte même rien. L'État français, il va même se faire payer pour s'endetter. Pourquoi il va se priver? Pourquoi il va se priver? Mais le problème, c'est les conséquences à long terme. Et on s'endette au nom de qui? Au nom du peuple. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que quand, par exemple, on distribue de l'argent aux gilets jaunes, en fait, on distribue l'argent des gens. Hein. L'argent, on ne l'invente pas, il n'y a pas d'argent magique. Hein. Je pense que c'est Macron qui a dit ça. Il a raison, il n'y a pas d'argent magique.
Sauf que, ben, à un certain moment, tu distribues à certains au détriment d'autres personnes. Et ces autres personnes, c'est qui? C'est nos enfants, nos petits-enfants. Donc la quatrième vague, elle est semblable aux précédentes, mais elle est plus importante, plus rapide, plus large. Et donc, aujourd'hui, vous voyez effectivement cette dette qui a tout simplement explosé. Et ça, c'est les États-Unis. Et vous voyez la dette publique aux États-Unis, c'est 250%. On prend les différentes dettes, la dette des entreprises, des ménages, la dette fédérale et la dette des États. Eh bien, on atteint les 250% du PIB. 250% du PIB. Donc, c'est quoi les enjeux? C'est que le financement de la dette peut aider à répondre à des besoins urgents et de développement, tels que les infrastructures, etc. C'est bien de s'endetter, mais le gros de la dette, par exemple en France, le gros de la dette, ça a été pour les dépenses de fonctionnement. Ça n'a pas été pour investir. Et ici, encore une fois, on voit que cette flambée, cette dernière jambe de hausse, elle est extrêmement problématique. Et il y a un autre pays qui pose problème, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, sa dette a augmenté fortement et il a également prêté à de nombreux pays, mais de manière en sous-marin. Et sa dette, vous voyez ici en 2010, en 2018, sa dette elle a quasiment doublé et elle risque effectivement d'augmenter fortement. Mais la Chine, regardez la croissance chinoise. Regardez en 92, la croissance elle atteignait 14%, 14%, 8%. Ici on était à 14%, 12%. Donc on avait une croissance plutôt élevée. Et puis là, en 2010, d'accord, ça a baissé. Ici, 12%. Et puis là, regardez, depuis 2016, la croissance est faible. Et on va prendre la même chose. On va prendre la France, on va prendre d'autres pays. Et bien, la croissance, elle est beaucoup plus faible dans les années 2010. Et ça vous montre un peu le danger de la dernière vague d'endettement. Les économies émergentes en développement sont plus vulnérables. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale en 2019. C'était en octobre d'ailleurs 2019. C'était avant la crise du coronavirus. Donc l'étude montre que l'accumulation simultanée de dettes publiques et de dettes privées a été historiquement associée à des crises financières qui ont entraîné des baisses particulièrement prolongées du revenu par habitant et des investissements. Les économies émergentes et en développement sont plus vulnérables qu'elles ne l'étaient avant la dernière crise. Et encore une fois, ça c'était en octobre 2019. Ce rapport en octobre 2019. Deuxièmement, 75% d'entre elles présentent des déficits budgétaires. La dette des entreprises libellées en devises étrangères est nettement plus élevée. Et vous voyez encore une fois le danger. Parce que si la monnaie, elle baisse, d'accord, du pays en question, elle baisse, la dette en dollars augmente, et là, c'est la cata. Et le déficit des comptes courants est 4 fois plus important qu'en 2007. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans une situation économique catastrophique. Et donc, dans ces conditions, une hausse soudaine des primes de risque pourrait précipiter une crise financière, comme ça s'est produit à de nombreuses reprises dans le passé. Et on le voit ici, je vais ici revenir rapidement sur les devises. Là, c'est la livre turque. Regardez comme elle explose à la hausse. Regardez la livre turque. Ça n'arrête pas. Mais ce n'est pas la livre turque qui augmente, c'est le dollar. Le dollar explose, la livre turque s'effondre. Vous voyez cette hausse? C'est ça. Regardez, là, on est en 2019, ça valait 5. Là, ça vaut 7, c'est-à-dire que la monnaie, elle a perdu déjà 50% de sa valeur. 50%. Et on va prendre sur du plus long terme, en mensuel, regardez. Depuis 2009, ça valait 1,70. Là, ça vaut 7, c'est-à-dire que la lire turque s'est complètement effondrée. On prend une autre monnaie. MXN, voilà. Mexique, regardez. Idem, mais là, on voit 2007 et là, on voit depuis le coronavirus, c'est passé de $20 à 25 et là, ça vaut 23.
mais ça veut dire qu'effectivement, on a plus de 10%. D'accord? Ensuite, vous avez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ça valait 15, là ça vaut 19, mais on voit également que ici, ça se déprécie fortement et ce n'est que le début. C'est-à-dire que là, la crise, elle s'est stabilisée. Mais si elle reprend fortement, ça risque effectivement de faire mal. On va voir la Russie. Parce que tout à l'heure, quelqu'un me parlait de la Russie. Bon, la Russie, elle est passée de 69 à 83, ça consolide un petit peu, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une accumulation de phénomènes similaires. Tous les pays de la planète sont touchés. Et certains seront plus touchés que d'autres, mais tous les pays de la planète sont touchés. Donc ce n'est pas une période facile. Donc on est bien d'accord que on est vraiment face à une situation particulière. Et je pense que c'était important. Est-ce que vous avez kiffé déjà cette présentation? Et est-ce que ça vous a permis d'y voir plus clair? C'est-à-dire de voir, ok, aujourd'hui, où on se situe? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Ça, c'est un rapport. On n'en a pas beaucoup parlé. On parle de la dette, etc. Mais on n'a pas beaucoup parlé. Et là, vous voyez, c'est global.